les préoccupations de Naftali Bennett par rapport aux mois qui viennent, compte tenu de tous ces points qu'il a marqués à l'international, mais et qui restent faibles au plan intérieur, ça va être de savoir comment va évoluer le procès Netanyahou au cas où, si finalement le développement des audiences avant même le verdict précipiterait la mise à l'écart de Netanyahou, eh bien peut-être qu'on verrait Bennett s'affairer à essayer de récupérer, j'allais dire, des ralliements au sein du Likoud pour élargir sa majorité. Ce serait plutôt le genre de manœuvre auquel il se livrerait. Richard Darmon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Shalom. Alors on va se livrer comme nous le faisons chaque lundi à un survol de l'actualité politique en Israël, et parfois c'est vrai que l'actualité politique et l'actualité diplomatique se rencontrent, et justement vous vouliez évoquer justement la bonne stature internationale de Naftali Bennett, ce statut de médiateur qu'on lui porte dans le dossier de la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Alors est-ce que ça peut lui profiter sur le plan intérieur? Est-ce que les premiers sondages sont déterminants à ce sujet? Écoutez, la situation est assez floue, avec d'un côté un premier ministre, Naftali Bennett, qui est le plus américain, j'allais dire, de tous les premiers ministres israéliens, qui, comme d'ailleurs pas mal de présidents américains, lorsqu'ils étaient en difficulté au plan intérieur, ont amélioré ou pensaient améliorer leur situation en marquant des points au niveau diplomatique. Ce fut le cas du président Nixon avant le scandale qu'il a coulé, et puis aussi du président Johnson au moment de la guerre du Vietnam. Mais en ce qui concerne les initiatives de Bennett, elles sont assez nombreuses. Si on fait finalement la somme de tout ce qu'il a réalisé depuis un an, on a bien constaté qu'il a mis toutes ses billes, si j'ose dire, dans sa stature internationale. Il y a eu d'abord son intervention dans la crise avec la Turquie lors de l'arrestation d'un couple de touristes israéliens, et où il est personnellement intervenu auprès d'Erdogan pour leur libération. Et puis ensuite, il y a eu ces visites historiques à Abu Dhabi et au Bahreïn, dans le cadre des accords d'Abraham. Et puis, il y a eu l'amélioration très sensible des liens avec la Jordanie et l'Égypte, lors de rencontres avec leurs leaders. Et puis, vous le disiez, la médiation en cours entre l'Ukraine et la Russie. Et puis le sommet d'hier, qui est quand même aussi un acquis pour Bennett. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, on sait que les sondages ont montré que seulement un tiers des Israéliens pensent que cette médiation pourra aboutir, mais c'est pas l'essentiel pour Bennett. C'est que Bennett, qui a des difficultés avec son propre parti et la faiblesse de cette structure de Yamina, en fait, s'est donné une stature d'homme d'État, essentiellement en marquant des points à l'international. Et d'ailleurs, un candidat à la succession de Netanyahou au Likoud, celui qui est le mieux placé, Nir Barkat, à sa manière, fait aussi la même chose, puisqu'il multiplie les rencontres avec les personnalités étrangères, notamment les sénateurs et congressistes américains. Donc on voit une sorte, à ce niveau-là, déjà une américanisation un peu des nouveaux et jeunes leaders de la classe politique israélienne. Maintenant, il faut dire, et pour répondre à votre question, qui est en fait essentielle, c'est que toute cette activité qui prend beaucoup de temps et d'énergie au Premier ministre l'empêche et le détourne en fait de la structuration ou de la relance de son propre parti. D'ailleurs, vous me posiez la question, un sondage qui vient d'être réalisé par l'une des chaînes de télévision a montré que si des élections avaient lieu maintenant, le parti de Bennett, au lieu de recueillir 6 députés, en recueillerait 7. Alors, est-ce que ça vaut la peine, toute cette agitation pour gagner un député? Donc, sur le front interne, à l'inverse d'ailleurs d'autres dirigeants de partis beaucoup plus proches de leurs militants et des rangs et des structures de leur parti, comme Benny Gantz au Parti Bleu et Blanc, Yair Lapid à Yesh Atid, Guidon Saar à son parti Nouvel Espoir, ou même Merav Michaeli, on en parlera tout à l'heure, au Parti travailliste, qui eux s'agitent beaucoup et consacrent pas mal de temps, alors qu'ils sont ministres à des postes importants, et bien qui consacrent pas mal de temps à leur propre, pour structurer, renforcer leur propre parti. Bennett a délibérément choisi une autre voie. Alors, pour conclure, on peut dire que les préoccupations de Naftali Bennett par rapport aux mois qui viennent, compte tenu de tous ces points qu'il a marqués à l'international, mais qui restent faibles au plan
intérieure, ça va être de savoir comment va évoluer le procès Netanyahou au cas où, si finalement le développement des audiences avant même le verdict précipiterait la mise à l'écart de Netanyahou, eh bien peut-être qu'on verrait Bennett s'affairer à essayer de récupérer, j'allais dire, des ralliements au sein du Likoud pour élargir sa majorité. Ce serait plutôt le genre de manœuvre auquel il se livrerait. Et puis aussi, une autre perspective pour lui, en accord avec son ministre des Finances, Lieberman, dans les mois qui viennent, au printemps, qui commence là, c'est dès l'été de préparer le budget 2023, qui normalement se vote toujours en précipité en décembre, le budget de l'année suivante. Et là, Lieberman a annoncé la couleur en disant qu'il voulait commencer le débat cet été pour le faire adopter à la rentrée en septembre. Et donc ça, c'est aussi des points que pourra marquer Bennett. Mais il faudra tôt ou tard aussi, s'il veut capitaliser, si j'ose dire, les points qu'il a sans doute marqués auprès d'une partie de l'électorat dans tout ce rôle international, eh bien, il faudra qu'il s'occupe quand même de son parti, parce qu'un Premier ministre sans parti, ça peut pas tellement tenir la route à long terme. On va parler maintenant ensemble, justement, vous évoquiez Merav Michaeli, la leader du parti travailliste, qui, il s'avère, eh bien, est contestée de manière assez sérieuse au sein même de son petit parti, on va dire aujourd'hui. Oui, petit parti. Merav Michaeli, son parti a tenu une convention il y a quelques jours et elle a tenté, en y réussissant à moitié, de faire ajouter aux membres de la convention. La convention, c'est ce qui remplace un peu le comité central, dont le mot lui-même évoque tellement les partis socialistes et communistes d'autrefois qu'ils ont un petit peu changé de vocabulaire. C'est la convention travailliste. Elle a essayé de faire ajouter 350 membres, essentiellement des membres féminins, pour, a-t-elle dit, vouloir rééquilibrer une certaine égalité entre les membres donc masculin et féminin de cette formation. Alors, elle a aussi voulu, lors de la même convention, proposer des motions pour restructurer certaines institutions internes du parti, notamment les cours et tribunaux internes auxquels les militants peuvent recourir. Et puis, le tout, a-t-elle dit, sous l'égide d'un grand slogan, préparer le Parti travailliste aux grands défis du XXIe siècle. Or, comme on le disait, cette démarche a été contestée par quelqu'un d'important qui n'est ni plus ni moins que le secrétaire général de ce parti, Eran Hermoni, qui l'a accusé de procédures irrégulières pour renforcer son camp. Et je cite, certaines de ses paroles. La semaine dernière, il a dit que cette proposition de vote était antidémocratique et qu'elle ferait du Parti travailliste non pas une formation apte à relever les défis du XXIe siècle, mais un parti démocratique qui se transformerait en ce qu'il a dit en hébreu anglais, en un one woman show, c'est-à-dire le pouvoir le pouvoir spectaculaire d'une seule femme. Et il a précisé donc Hermoni que le Parti travailliste n'était pas une niche politique au service de quiconque de particulier, et il devait revenir, ce parti travailliste, au premier plan de la scène politique israélienne pour se mettre au service de tout le monde et pas des appétits politiques d'une seule et même leader, fût-elle une femme aussi active que Merav Michaeli. Alors, on va consacrer le dernier point de cette actualité politique à ce décès majeur dans le monde orthodoxe, la disparition du Rav Chaim Kanievski il y a une semaine. En quoi cette disparition peut bouleverser le monde orthodoxe et en particulier les partis politiques orthodoxes, c'est-à-dire en particulier le parti judaïsme de la Torah ? Mais écoutez, en fait... faut dire et rappeler que cet impressionnant cortège funèbre à Bnei Brak a été une nouvelle démonstration de la force démographique d'une part, mais aussi du pouvoir d'influence du secteur orthodoxe israélien, comme l'avait été déjà par le passé 3 ou 4 cérémonies de funérailles massives. On se rappelle
en 1995 des funérailles du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était un des dirigeants du monde orthodoxe. Et puis ensuite, en 2001, il y a eu même phénomène avec le Rav Eliezer Shah. Et puis, bien sûr, de manière encore plus massive, en 2013, avec les obsèques du Rav Obadia Yosef, en ce qui concerne le monde orthodoxe séfarade. Et plus proche de nous, en 2017, je crois, les obsèques du Rav Aaron Yehuda Lev Steinman, qui ont été aussi, à chaque fois, ces 4 enterrements, si je puis dire, ont été vraiment des démonstrations de force. Alors, il est évident que malgré tout, le Rav Kanievski, qui était un grand homme, un grand sage, qui était en fait jusqu'à l'âge de 92 ans, jusqu'aux 2 dernières années, il était connu dans le monde orthodoxe lui-même comme un homme qui consacrait 18 heures par jour à la Torah, qui était comme on dit, un learner, un étudiant de la Torah depuis l'âge de 3 ans, incroyable. Et il s'est fait en fait connaître surtout à l'occasion de la crise de la pandémie du corona il y a 2 ans, lorsque envers et contre les propositions du gouvernement Netanyahou et du ministère de la Santé de fermer toutes les écoles, dont les écoles charédites et les écoles et les yeshivot charédites, il s'était insurgé et dans un premier temps s'était opposé à ces fermetures. Par la suite, il a eu une attitude plus conciliante en ce qui concerne les vaccinations, mais le fait est que c'est une figure qui s'est fait connaître plus tardivement et qui, elle, de toute manière, même si son rôle était moins connu auparavant, pose tout de même la question de savoir, comme vous le disiez, est-ce qu'il aura un successeur? Est-ce que ces figures emblématiques des grands rabbins, plutôt des grands sages, qui ont véritablement été les porte-drapeaux du monde orthodoxe, soit ashkénaze, soit séfarade, est-ce que leur disparition l'un après l'autre va permettre, je dirais, une sorte d'autonomisation plus grande des partis religieux, que ce soit la Agudat Israël, l'Union du judaïsme par la Torah, qui inclut aussi la Agudat Israël, côté ashkénaze, ou le parti séfarade Shas, mais on le saura dans quelques temps. Le fait est que ce à quoi on assiste, c'est qu'en l'absence finalement de figures emblématiques de cette taille, eh bien, il y a tout de même des structures que chacun de ces 2 grands camps, le camp séfarade et le camp ashkénaze orthodoxe, ont mis en place. Ce sont des conseils de sages, c'est-à-dire que c'est je dirais, la liaison entre l'aspect spirituel et thoraïque de ces mouvements et leur engagement politique au travers de partis qui les représentent à la Knesset est assurée depuis déjà de nombreuses années par une structure plus collégiale qui est le Conseil des sages du parti Shas, qui a son équivalent aussi au niveau de l'Union du judaïsme par la Torah. Et donc cette structure collégiale, c'est elle, sans doute, dans les mois et les années qui viennent, qui va peut-être remplacer ces figures qui étaient jugées justement irremplaçables. En tout cas, ça n'exclura pas que dans les mois, les années qui viennent, d'autres grands noms vont émerger, mais on assistera, je crois, plus à ce fonctionnement collégial et collectif que à la mise en avant d'éminences de ce niveau-là qui sont devenues très rares, il faut le dire. Eh bien, Richard, merci beaucoup pour ce survol de l'actualité politique donc d'Israël cette semaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Passez une agréable journée. On vous retrouve demain matin, bien entendu, comme chaque mardi, pour votre émission, votre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.